Donc, à la demande d'un abonné, euh, on va se faire un petit CTF et on va se focaliser sur les ELF. On va faire un peu de reverse engineering et vous allez voir, il y a quelques petits challenges euh, sympathiques. On va revoir un petit peu les bases et voir déjà qu'est-ce que l'ELF. Ok? Donc l'ELF, c'est Executable and Linkable Format. Ok? Si on doit le traduire en français, ça serait format exécutable et liable. Ok? Link, c'est faire le lien. Anciennement, on l'appelait Executable Linking Format, en fait. Donc c'est un format de fichier binaire qui est utilisé pour l'enregistrement de code compilé. Ça peut être soit des objets, soit des exécutables, soit des bibliothèques de fonctions. Ok? Donc ça a été développé par l'USL, c'est l'Unix System Laboratories, donc les laboratoires des systèmes Unix, pour remplacer les anciens formats A.out et COF. Alors, ça c'est, revenons, vous savez que l'Unix est extrêmement vieux, hein. Les premières versions d'Unix, c'est à la fin des années 50, 60, ok? On va dire 60, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et on a développé petit à petit, il y a eu plusieurs versions d'Unix. Et le COF, c'était le Common Object File Format. En fait, c'est un format de fichier objet commun. C'était un format pour les fichiers exécutables, les objets, les bibliothèques qui ont été introduits dans Unix System 5 pour remplacer le A-out. Il a lui-même été remplacé par la plupart des systèmes, sur la plupart des systèmes, pardon, par le LF. C'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. On va bidouiller de l'ELF, à l'exception principalement du compilateur DJPP pour ces fichiers objets. Et vous savez que sous Microsoft Windows, on a le format PE, Portable Executable, exécutable portable. Ok? Donc ça, c'était un des anciens fichiers, formats, pardon. Et on a le A-out. Le A-out, lui, c'était l'assembleur output. Là, on va parler d'assembleur, on va parler de débugage. Ok? Donc c'était un format de fichier encore plus ancien qui était utilisé, lui, dans les premières versions d'Unix en fait, hein. C'était pour les fichiers exécutables, les codes objets, et plus tard on a eu les bibliothèques partagées. Ok, ces fameux fichiers .so qu'on a vus, qui sont toujours d'actualité avec le LF. Donc à l'heure actuelle, out reste le nom de fichier utilisé par défaut par certains compilateurs et éditeurs de liens, ça faut pas l'oublier, quand aucun nom de fichier de sortie en fait n'est précisé, même si cet exécutable n'est pas au format A.out. Ok? Donc, on va voir la structure du fichier ELF, c'est important, et voilà sa structure. Donc si on décompose un fichier, voilà comment il se représente. On a la partie, donc c'est comme des strates, hein, comme des piles, comme un millefeuille, voyez-le comme vous voulez, mais on a cette structure avec le header, donc head toujours en haut, ok? Enfin, toujours en haut. Le LF header, il est en haut, et en bas, on a le section header table. Donc, le header ELF, ok? Ensuite, on a la table du header au niveau du programme, qui, elle, va être composée du texte, hein, du raw data, de la data, et enfin on a une section header table. Et les tables forcément correspondent eh ben, à chaque composant en fait, hein, si on doit le décomposer. Donc on a un paquet d'extensions, on a .axf, .bin, .elf, .o, .so. Donc ça, je vous les ai montré comment on peut bidouiller du so et créer des binaires malicieux à partir de la librairie partagée. On a des points PRX et on a ce qu'on connaît tout le monde, hein, c'est le point .exe, point .exe. Donc le format de fichier ELF, chaque fichier ELF est constitué d'un en-tête, comme je vous le disais, qui est fixe, puis de segments et de sections. Ok, différentes composantes qu'on appelle segments et sections. Les segments contiennent les informations nécessaires à l'exécution du programme contenu dans le fichier, alors que les sections, elles contiennent les informations pour la résolution des liens entre les fonctions de programmation et le remplacement des données. Sur la plupart des systèmes Unix, la commande man elf vous donnera de plus amples informations. Et je vous conseille vraiment d'aller voir le manuel. Donc si on regarde, on a un paquet de trucs.
On a les noms du champ, on a les fameux nombres magiques, je vous ai dit très important, surtout en stéganographie. Mais également, ça va nous permettre hein, de comprendre comment tout ça est formaté et comment c'est codé. Ok? Donc, on se sert des nombres magiques. Pareil, si vous ne connaissez pas, allez creuser ça. Et vous savez qu'on a plusieurs types de codage. On a du Little Indian, on a de l'Indian Less, on en a d'autres. Mais là, c'est de l'Indian Less. Ok? C'est ce qu'on peut voir ici. On a le fameux LSB, MSB, qui est très important aussi. Et pareil, on a soit du codage 32 bits, soit du codage 64 bits. Ça, c'est au niveau de l'adressage. Ensuite, différentes versions de l'entête. Ok? Donc, on voit qu'on en a un paquet. En fonction des différentes architectures, tout simplement, on a le bourrage à la fin et la taille du champ d'identification. Ensuite, type de fichier, codé en 16 bits. Ok? Plusieurs segments. La machine cible également en 16 bits. Plusieurs architectures. Ok? Donc, architecture ARM que vous connaissez, c'est l'architecture de vos téléphones et des derniers processeurs Apple M1. Ok? Généralement, c'était une architecture basse consommation, mais comme je vous l'ai déjà dit, l'ARM est en train d'exploser et maintenant les derniers processeurs ARM sont plus puissants, ok, que nos anciennes architectures CISC, ok? Donc il y a deux grandes architectures en dehors des ARM. C'est le CISC, c'est ce que vous connaissez. Vos ordinateurs, ils sont en CISC, CISC, ok? C'est ce qu'on appelle l'architecture x86. Et on a l'architecture qui est plutôt dans les data centers, qui est dans le calcul scientifique. Dans le processeur de la PlayStation 3, c'est des processeurs RISC, ok? Donc le RISC est beaucoup plus puissant que le CISC, beaucoup plus comment dire, efficace hein, en termes de calcul, en termes de puissance en virgule flottante. Par contre, c'est extrêmement complexe euh, à, à coder des applications en risque, enfin pour des processeurs risque. Et pareil, l'adressage mémoire est extrêmement complexe, ce qui fait que c'est réservé vraiment à une niche d'ordinateurs professionnels, ok, où c'était la NSA, les services de renseignement hein, qui utilisent ce type d'architecture puisque elles sont beaucoup plus efficientes. Ok, majoritairement, on peut dire qu'on a du CISC dans nos ordinateurs portables, et on a de l'ARM dans certaines tablettes, dans nos téléphones. Ok. Ensuite, la version, le point d'entrée. Donc très important, vous savez qu'en Stegano ou quand on va devoir débugger, il va falloir toujours trouver quoi? Eh ben le point d'entrée. Ok. Le sauf start of file et le end of file, EOF, ok, EOF. Et ensuite, on a des flags, ok. Donc ça permet d'être interprété, hein. Les flags, c'est directement au niveau des registres du processeur. C'est eux qui vont permettre d'effectuer hein, les fonctions qu'on demande. Et après, vous savez, vous avez vu que l'adressage de la data, l'adressage de la mémoire, l'adressage des données se fait en octets, en bytes, et on calcule ça en offset, en hexadécimal, ok, via des headers. Et on a des tailles différentes en fonction, soit on a du 64 bits, soit on a du 32 bits, soit on a du 16 bits. Et ces sections, comme on l'a vu, eh ben on les regroupe dans des tables. Segments et sections sont gérés via des tables. On a la table qu'on a vu le programme header table, on a le section header table. Donc ça, c'est classique et vous avez l'équivalent. Donc, comme je vous disais, le format PE, Portable Executable. Donc, nous, quand on fait de l'assembleur, peu importe, quand on débug, il faut trouver ce qu'on appelle un breaking point. C'est ce qu'on appelle un point d'arrêt. Qu'est-ce que le point d'arrêt? En fait, comment je pourrais vous le résumer? Euh, bah, c'est l'une des techniques en fait de débugage quand on fait du dev. En fait, on va définir un point d'arrêt, c'est l'endroit où on souhaite suspendre l'exécution du debugger. Donc ça va nous permettre de troubleshooter, ok, de régler les bugs inhérents de programmation. Ça peut également être une technique de hacking, ok, puisque je vais pouvoir bypass, donc sauter certaines
exécutions au niveau du code, et donc ça va me permettre de contourner certaines vérifications au niveau du programme, certaines sécurités que je vais pouvoir contourner. Tout simplement, si elle ne s'exécute pas, je passe à l'instruction suivante. Vous voyez très bien qu'en termes de hacking, ça va nous permettre de faire des attaques beauf, de buffer overflow, et ça va nous permettre aussi de contourner ce qu'on appelle un bypass en fait. Et éventuellement, on peut faire un bypass aussi si c'est un logiciel ou un jeu vidéo, on va pouvoir craquer le jeu vidéo. Ok? Le jeu vidéo, qu'est-ce qu'il fait quand il se lance? Il va vérifier que vous avez bien acheté le jeu. Il va vérifier la clé CD. Il va vérifier s'il n'y a pas un driver qui est installé qui garantit que le jeu est légitime. Et ben, via ces techniques, avec des breakpoints, on va pouvoir passer à l'instruction suivante et contourner la vérification du jeu. Donc en gros, eh ben, c'est ce que vous faites quand vous craquez vos jeux vidéo. Vous téléchargez ce qu'on appelle une cerise, ok, dans le jargon. Et le cerise, c'est quoi? Bah, c'est un exe, parfois avec des DLL, des librairies dynamiques sous Windows, qui vont vous permettre de lancer le jeu vidéo, alors que si vous aviez pas fait la modification, avec l'exe original, il vous demanderait une clé CD ou il vous dirait non, désolé, je peux pas lancer le jeu. C'est pas une version légitime. Vous voyez où je veux en venir. Donc ça, ces techniques de point d'arrêt sont extrêmement utiles. Et un point d'arrêt, bah, on peut le mettre sur n'importe quelle ligne de code, du code exécutable. Ok? En C, par exemple, on peut faire un entier, un int, qu'on va appeler test int. On le met à 1 et ça va faire notre breakpoint. On peut faire une boucle for. Ok? Donc la boucle for, vous savez, c'est ce qu'on appelle une boucle itérative. On va faire une opération, le meilleur moyen que je peux vous donner, on va voir un petit peu. La boucle for, c'est une structure de contrôle en fait de programmation qui permet de répéter l'exécution d'une séquence d'instructions. Ok? Donc on en a dans tous les langages de programmation et après il y a du do en Fortran, il y a du for en C, il y a du for en Python, dans d'autres langages de programmation. Mais en gros, c'est un en-tête qui spécifie la manière de faire l'itération et un corps qui exécute chaque itération. En fait, on va faire un compteur et on va incrémenter le compteur pour passer à l'instruction. Ok? Donc il y a l'instruction 1. Je vais lui dire, bah écoute, tu itères l'opération jusqu'à que le compteur soit atteint. Et quand le compteur est atteint, tu vas passer à l'instruction 2. Ok? Donc plus simplement, imaginons que j'ai euh, Toto, Kiki, Tata, Tete et TB, TB. Ok? Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq entités. Ok? Ça, pour les traiter, il faut que je les mette dans un tableau. Ok? On appelle ça un array en programmation. Ok? Un exemple que je peux vous donner, eh ben, je vais faire euh, les entiers. Donc, je définis Toto, Titi, Tata, Tete, TB, TB en entier. Je vais leur dire, tu vas me faire un tableau, donc T, je vais mettre combien? Bah, j'ai vu qu'on en a 5. Ok. Et imaginons que j'ai besoin de faire une opération de tri ou que j'ai besoin, enfin, de passer séquentiellement, en fait, de Toto, Titi, Tata, Tete, TB, TB, et par exemple faire une opération de comparaison. Ok? Je vais pouvoir dire, bah écoute, première instruction, tu me crées un tableau avec des entiers, ok? Avec 5 cases, ok? On va faire très très simple, où tu vas mettre Toto 1, Titi 2, Tata 3, Tete 4, TB 5. Ensuite, tu me fais une boucle for, ok? Là, qu'est-ce que je te demande? Eh ben, ces entiers, tu vas me les parcourir, et pour ce faire, je te mets une variable. Donc là, c'est là notre incrémentation. I est égal à 0, parce qu'en informatique, on commence tout le temps à partir de 0 et on va incrémenter. On va faire notre boucle et je vais lui dire, bah, tant que i est inférieur à 5, ok, puisqu'on a 5 données, 5 entiers à parcourir, tu continues l'opération. Et à chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Tu fais i++, tu incrémentes d'une fois. Ne vous trompez pas, c'est pas parce qu'il y a 2 plus que ça le fait 2 fois. I++, c'est une fois. Donc on part de 0, ensuite il va incrémenter une fois, ça va faire 1,
il va incrémenter une autre fois, ça va faire 2, il va incrémenter 3, 4, 5. Quand 5 est inférieur ou égal à 5, il sort de la boucle, ok? Donc là, on lui dit, tu sors de la boucle, t'as terminé, t'as parcouru Toto, Titi, Tata, Toto, TB, TB, tu passes à l'instruction suivante, et je peux lui dire, bah écoute, maintenant, T est égal à I, ok, et tu me donnes le résultat. I, fin de l'instruction, tu sors de la boucle, ok? Ça, donc là, je vous le fais à l'arrache, mais ça, grosso modo, c'est une boucle itérative, ok? On crée un tableau, on met nos données dedans, on les parcourt avec un processus itératif. En fait, c'est quoi? C'est qu'on incrémente, ok? Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Donc plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. I est égal à 5, inférieur ou égal à 5, eh ben, TI est égal à I. Ça va nous permettre de parcourir des données, ok? Et ça, c'est utilisé partout, 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 partout. On utilise constamment des boucles et tant qu'on n'a pas le résultat escompté, eh ben, on continue dans la boucle. C'est pour ça que ça s'appelle une boucle de programmation. On parcourt, on parcourt, on parcours, on parcours, on parcours, jusqu'à qu'il y ait bah, l'opération qui soit programmée. Et une fois qu'on a notre résultat, on sort de notre boucle. Ok? Donc ça, c'est vraiment, je vous l'explique avec des mots très simples. Bien sûr, c'est bien plus compliqué que ça, mais ça permet le remplissage d'un tableau. On peut faire le miroir d'un tableau. On peut mettre en majuscule, par exemple, une chaîne de caractères. Ok, il y a différents types de boucles. On a la boucle while, on a les bases impératives au niveau des instructions, on a du do ou du for, comme c'est le cas ici. Donc ça, vraiment en programmation, c'est constamment utilisé. Donc nous, c'est ça. On va essayer de placer des breakpoints et essayer de rentrer dans les boucles et voir comment on peut stopper en fait le logiciel, la programmation, enfin le processus séquentiel, ok? Puisque à chaque fois en fait en programmation, on va faire séquentiellement des choses, parfois plusieurs choses en même temps, mais il y a tout un principe, comment dire, de logique, hein. Vous savez que la programmation, ça fonctionne grâce à l'algorithmie. L'algorithmie, c'est quoi? C'est un peu la recette de cuisine qui va me permettre de faire un calcul complexe ou une opération complexe. Quand je veux traiter quelque chose de complexe, je divise tout ça en petites étapes, ok? Et ces petites étapes, basées sur la logique, via des opérateurs mathématiques, via des comparaisons, via des opérations arithmétiques, pardon, on va pouvoir faire notre petite popote, ok? Et algo plus programmation, ben, ça nous permet de faire des programmes informatiques, ça nous permet de faire du calcul scientifique. Voilà, je m'arrête là. C'est vraiment les bases. Maintenant, on va se faire le setup. C'est parti. Donc, on va revoir des trucs qu'on a vu en fait quand j'ai fait la moitié enfin le tiers du CTF de la DGSE. J'ai beaucoup utilisé ces outils. On va les revoir, notamment string, etc., etc. Donc ELF. Donc c'est du easy. Ok. Donc warm up. Donc il nous demande est-ce que tu peux faire tourner le binaire. Alors on va le télécharger, on va voir, hein. Donc petit réflexe, vous savez que un binaire, qui dit binaire, il faut se donner les droits. Vous connaissez un petit peu maintenant le système de droits sous Linux. Donc le premier réflexe que vous devez avoir, euh, vous me voyez tout le temps le faire, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement de de faire un chmod, ok? Chmod plus X pour se donner les droits en exécution. Alors, je crois que c'est crack me. Je peux faire un cat crack me, mais vous savez que sur les binaires statiques, voilà. Forcément, ok, ça a été compilé, donc, eh ben, on peut pas lire comme un fichier texte. Donc, le premier réflexe que vous allez tout le temps utiliser, c'est file. File, ok, ça va vous donner en fait le contenu
Et en gros, ça demande à Linux de, bah, j'ai ce fichier, dis-moi concrètement qu'est-ce que c'est. Donc, on lui donne le nom du fichier, et là, il nous dit, bah écoute, c'est un exécutable LSB. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, soit on a du MSB, soit on a du LSB, en 64 bits, ok, x86-64, on a l'architecture, donc lien dynamique, hein, et c'est de l'interpréteur. On a la librairie qui est appelée, encore notre fameux fichier SO, et il nous dit, bah écoute, c'est pour du GNU Linux. Et si tu veux, bah je te donne le en SHA-1, voilà le H, et il est not stripped. Ok? Donc là, nous, on sait déjà que c'est un exécutable ELF en 64 bits LSB. Donc, je vais me donner les droits. Maintenant, je l'exécute. Ok. Donc, je l'exécute et en s'exécutant, il me donne le drapeau. Donc là, c'est pas bien compliqué. Mais c'est pour revoir toutes ces mécaniques. Ensuite, crack 2. Il nous dit, essaie de trouver le mot de passe en fait, hein, le super secret, et essaye d'obtenir le flag. Ok? Donc, on va télécharger, pareil. Donc, vous m'avez vu, ou je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais on a String. String, c'est super utile. Ça nous permet en fait de voir des chaînes de caractères qui sont lisibles par l'être humain, c'est-à-dire nous, ok? Puisque le reste est compilé et vous voyez, ça fait des caractères bizarres, ok? Mais on voit quand même que parmi tout ça, on a des choses qui sont lisibles, qui sont intelligibles par l'homme. Le problème, c'est que quand on fait un cat, c'est un gros, gros bordel. C'est pour ça qu'on a inventé ce programme qui s'appelle String. Ok? Donc Strings. Et pareil, je vais lui donner le nom du programme. Me 2. Et là, j'ai uniquement, ok, les chaînes de caractères. Tout le reste, ça dégage. Et c'est très utile parce que on peut récupérer parfois des informations pertinentes à partir d'un binaire statique. Et là, bah, super secret password. Donc, on va essayer ça. Access granted. Donc là, on voit qu'on arrive à récupérer. Donc string, vous allez dans l'utiliser, vous allez voir que parfois on récupère plein d'informations qui sont pertinentes. Imaginons, on a un exécutable et codé en dur dans l'exécutable, on a des mots de passe, ok? On a des accès. Eh ben, grâce à strings, vous allez pouvoir récupérer le mot de passe s'il est codé en dur dans le programme, ok? Ou avoir des informations. Parfois c'est un compte utilisateur, parfois c'est des appels à des classes, à des méthodes, à des fonctions, ou à des fichiers externes, des librairies externes. Ça va nous permettre de récupérer plein d'indices, ok? Qui vont pouvoir nous aider après lors d'une attaque. Ou quand on fait de la stéganographie, grosso modo à comprendre euh, un petit peu mieux déjà avoir comment dire faire de la reconnaissance en fait
sur un exécutable et on n'a pas besoin de le décompiler pour pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Ok? On fait un string et déjà ça nous donne tout ce qui est intelligible par un être humain. Donc là, il nous demande de faire de l'ingénierie inverse, enfin d'utiliser nos talents d'ingénierie inverse pour récupérer euh, le drapeau. Donc, un craquement, ok. Si je l'exécute, ça dit quoi? Ok. Donc on va refaire un strings. Ok, correct password. Là, pression régulière là, hein, euh, 25 lettres. On a les majuscules, minuscules 0, 1, de 0 à 9. Donc ça, bah on va voir. En tout cas, ça, euh, vous allez voir avec le temps, on a un malloc déjà aussi. Donc ça permet de faire les mallocs. On cherche quand on fait du débugage parce que les malloc functions parfois nous permettent de faire des buffer overflow notamment. Mais là, je pense que c'est pas nécessaire. C'est juste que ça, c'est quoi? C'est le mot de passe. Et le mot de passe, bah à mon avis, il a été encodé en base 64. On va voir. On va faire un echo. Je lui donne la chaîne, je pipe une autre instruction et on va lui dire base 64-d. Ok, on a le drapeau. Ok, donc le base 64, il va falloir pas que la base 64, hein, il y a d'autres bases, mais vous savez que c'est très utilisé pour encoder certaines informations. Nous, ça va nous permettre parfois de contourner certaines protections, ok, puisque l'ordinateur continue de comprendre les instructions ou les données. Par contre, si jamais le système de protection est basé sur des chaînes de caractères et qu'on le code en base 64, eh ben ça va nous permettre de contourner le système. Donc c'est super utile. Ok. Donc là, il nous dit analyse et trouve le mot de passe pour le binaire. Donc pareil, sudo chmod plus x 4. Ok, je l'exécute. Voilà. Cette fois, la chaîne de caractères est masquée et on utilise strcmp. Alors, strcmp, c'est une des fonctions en standard hein, dans la bibliothèque en C et en fait elle est déclarée dans le fichier d'entête, le string hash. Ça vous le verrez partout, 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 partout. Dans plein de programmes qui sont en C, on a toujours notre petit string hash. Donc, qu'est-ce que ça nous permet en fait? strcmp, ça compare lexicalement les deux chaînes de caractères par caractère et ça renvoie 0 si les deux chaînes sont égales, donc un nombre positif qu'on va appeler S1 et il faut que S1 soit ce qu'on appelle lexicographiquement supérieur à S2, ok? Et un nombre négatif si S1 est lexicographiquement inférieur à S2. Positif, négatif, égal à 0. D'accord? Et donc une autre variante de strcmp, elle se contente de comparer les caractères des chaînes jusqu'à un index donné, jusqu'à rencontrer le caractère de fin de l'une des deux chaînes. Ok? Donc ça nous permet grosso modo de manipuler des chaînes de caractères et on va pouvoir comparer, comparaison lexicalement, ok?
de deux chaînes de caractères. Est-ce qu'elle est plus petite? Est-ce qu'elle est égale? Ou est-ce qu'elle est plus grande? Ok? Donc ça permet bah c'est très utilisé aussi, hein. Et donc on appelle ça un opérateur ternaire. Ok? Pourquoi ternaire? Parce qu'on a trois possibilités. Ok? Au niveau des conditions. Donc, il faut noter aussi, hein, ça se contente pas de renvoyer que -1, 0, +1 ou autre chose. Ça peut également renvoyer n'importe quel entier, soit positif, soit négatif. Ok? Donc là, c'est bien ce qu'il nous dit. Il nous dit, écoute, on utilise strcmp. Donc nous, comment on peut utiliser strcmp, qui est utilisé dans ce binaire ELF, et s'en servir pour bah, débugger l'exécutable et voir comment on peut euh, retrouver notre chaîne de caractères qui a été masquée en fait. Donc je vous ai montré GDB, on va utiliser GDB. Donc GDB, et je lui donne maintenant le binaire qu'on doit analyser. Ok. Donc là, il va me le charger en mémoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut qu'on appelle l'analyse. Ok. Il va falloir qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui tourne dedans. Ok. Donc, on voit qu'on a des instructions ici. Ok. Et là, ils vous le mettent pas. On va lui demander des informations. Donc, je veux des infos. Donc, comme info. Ok. Et je veux voir les fonctions qui sont appelées au sein de l'exécutable. Là, on a nos fonctions. Donc on commence par un init, ok? Après, on a le puts, PLT là, on a sa stack. Donc je vous ai dit, hein, dès que vous voyez stack, c'est une pile en fait, hein. Print, ça va permettre d'afficher. L'appel, là on demande l'appel à la librairie LBC, ok, de la charger dans la fonction main. Et on a notre fameuse, ce qu'on recherchait, notre strcmp-plt. Donc vous voyez que c'est une succession séquentielle de d'opérations qui sont effectuées et les fonctions vont s'exécuter les unes après les autres et à différents offsets, ok, mémoire. Donc là déjà, c'est assez intéressant puisqu'on voit les fonctions, le nom des fonctions et on a la main, donc ça c'est la plus importante. On a get pwd, compare pwd. Pwd dans vos têtes tout de suite vous devez vous dire c'est password, ok? Pwd c'est l'abréviation de password. Donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs opérations qui se font et ça là, c'est assez intéressant. Récupère le mot de passe, compare le mot de passe. Donc on voit bien que l'exécutable attend un mot de passe, attend que l'utilisateur rentre le mot de passe, le compare avec le bon mot de passe, et si c'est le bon, eh ben ça donne l'accès à l'utilisateur. Ok, c'est ce qu'on peut en déduire tout simplement en fait, hein. Donc nous, comme je vous ai dit, ils nous ont aidés, ils nous ont dit fais attention au strcmp. Cette fonction, donc, c'est là-dessus hein, que tout est basé et on peut partir du principe en fait que, comme je vous disais, le password est comparé avec un bon password qui doit être intégré, codé en dur via la fonction strcmp. Donc là, on va utiliser GDB et je vous ai dit, on va faire quoi? Un breakpoint à l'adresse mémoire de cette fonction. Comment je connais l'adresse mémoire? Eh ben, elle est juste là. Je vous ai dit, on se base sur nos offsets. Là, voilà. Là, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, on est en hexadécimal et je sais que au niveau de cet adressage mémoire, cette adresse mémoire, eh ben, je vais placer mon point d'arrêt. OK? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Bah, le breakpoint, ça va permettre de faire une pause au niveau du programme. Une pause de façon intentionnelle, puisque c'est moi qui vais lui demander de lui dire, eh, c'est quoi, au lieu d'exécuter toute ta série d'instructions, là, je te demande juste de t'arrêter. OK? Donc, comme je vous ai dit, on peut s'en servir pour faire du débugage.
où ça permet en fait de d'acquérir les connaissances, hein, de faire de l'ingénierie inverse sur un programme lors de son exécution en fait. Parce qu'on va pouvoir essayer de comprendre comment il réagit et si jamais on veut faire des buffer overflow par exemple, essayer d'attaquer le programme, eh ben on va euh, tester jusqu'à qu'on trouve en fait la solution qui va nous permettre de faire, comme je vous disais, planter proprement le programme et écrire dans une partie de la mémoire euh, qui, en théorie, est protégée. Donc là, je vais lui demander le point d'arrêt. Je vais copier, c'est tout simple, et je vais lui dire, bah écoute, tu fais un breakpoint, donc B, et faut que je lui mette un wildcard, ok, plus l'offset. Ça, il comprend. Et là, il me dit bien, écoute, ouais, pas de problème. Là, c'est le premier breakpoint que tu me demandes. Eh ben, t'as point d'arrêt numéro 1 à 7 endroits. OK? Donc, on est bien en 400, 520. 400, 520. Et vous voyez que il s'emmerde pas puisque, bah, c'est une série de zéros. OK? Donc, nous, ce qui vont nous intéresser, en fait, c'est ce qui est là. OK? Donc là, j'ai mon breakpoint. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va exécuter un test. Je vous ai dit, le point d'arrêt, c'est pour faire une pause intentionnelle sur le programme. Donc on va lui dire, bah écoute, tu run et tu me fais un test. Et là, il s'arrête exactement à l'endroit où je lui ai dit. Il me dit, ouais, pas de problème, écoute, vas-y, je te lance le programme et tu me mets test. Donc, on voit que le binaire est exécuté jusqu'à qu'il arrive au point d'arrêt et bah, ça nous donne donc le bon offset. Ok? Il s'arrête ici. Donc ça c'est bien, on va pouvoir maintenant. Là il est en pause. Ok? Pendant qu'il est en pause, nous qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les registres. Ok? C'est dans les registres qu'on va avoir en fait des informations plus pertinentes et les instructions qui sont passées. Ok? Au programme. Donc on va se faire ça. Donc info, vous vous rappelez tout à l'heure, on lui a demandé quoi? On lui a demandé info function. Là, il nous a donné les fonctions. Maintenant, je veux les registres. En anglais, c'est registers. OK. Donc là, on a nos petits registres. Parfait. Donc, AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, pareil. Il faut comprendre un peu, mais nous, ce qui nous intéresse, là, ça va être le RIP. On le voit là. OK? On a bien notre offset et il nous dit, écoute, là, au niveau du registre, on, on a strc, CMP, qui est bien là. OK? Avec notre offset qu'on retrouve. Donc là, c'est intéressant. On va pouvoir jouer maintenant sur les registres. Donc, ça nous apprend quoi? On voit le nom du registre, la valeur des registres au format hexadécimal. On voit la valeur des registres au format que GDB pense être le plus approprié. Donc, vous vous rappelez, je vous ai parlé des pointeurs. Les pointeurs sont toujours en hexadécimal. OK? Et le reste est en décimal pour les autres. OK? Et là, je peux voir que les registres à usage général, c'est-à-dire c'est les AX et c'est les DX. OK? Oubliez le R, hein. Prenez tout le temps les deux premières lettres, ok? AX, DX, je vous ai parlé rapidement, euh, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous ai expliqué un petit peu qu'on a des registres qu'on appelle généraux, ok? Les registres généraux, eh ben, c'est ça qui va nous intéresser puisqu'on a la valeur également de l'adressage mémoire. Et là, je vais lui demander quoi? Je vais lui dire à telle adresse de la mémoire, ok, tu vas m'extraire en fait des chaînes à partir de cette adresse mémoire, ok? Tu me prends les registres généraux et tu m'extrais les chaînes de cet espace mémoire. Ça, on verra plus tard. Là, on a ELB. Je crois on va commencer par ça. Le 0. Bon, on va prendre celui-là d'abord.
Donc là, je vais lui dire, écoute, tu m'extrais des registres et je te donne notre offset. My more secure PW password, ok? Donc, on a extrait quoi? Une chaîne de caractères à partir de quoi? Des registres à usage général, ok, qui étaient dans les fonctions. Dans chaque fonction, on a des registres avec les instructions et on peut extraire, ok, des informations à partir de là. Maintenant, je vais essayer l'autre RDX. On va se prendre ça et on va recommencer le processus. Test, ok? Donc vous voyez qu'on peut tout à fait extraire sans problème des informations malgré que le code soit compilé. Ok? Qu'est-ce que fait GDB? Il est en train de le charger en mémoire et de le décompiler pour nous. Ok? Donc c'est un outil GDB extrêmement utile. Je peux vous montrer peut-être là-dedans. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose. On va prendre l'IP. euh, ok. Donc on extrait à chaque fois, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, on extrait des chaînes de caractères. Ok? Donc je pense que c'est ça qu'il voulait, c'est mon password. Ok, nickel.